Et après le choc de la dissolution, on a eu le choc des programmes. Tout ça a déclenché, évidemment, on l'a suivi sur Boursorama, des turbulences sur les marchés boursiers. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Rappelez-nous un petit peu ce qui fait peur aux investisseurs dans les programmes des uns et des autres. Alors c'est vrai David que en fait ce qui fait peur, bon globalement finalement c'est l'augmentation du déficit budgétaire et de la dette publique. C'est-à-dire que on est sur un scénario où en fait les blocs extrêmes en fait proposent des mesures qui vont entraîner un dérapage très rapide des finances publiques avec de part et d'autre des montants proches de 100 milliards d'euros en rythme annuel non financés. Et donc ça fait effectivement ça fait peur aux investisseurs. Et puis bon, il y a même le nouveau Front populaire qui lui veut carrément sortir du pacte de stabilité financière européen. Alors c'est vrai que les marchés financiers, ils n'aiment pas l'incertitude. Bon, donc déjà le fait qu'il y ait cette incertitude sur la majorité, mais sur les programmes, là ils sont servis parce que en une semaine, donc on a vu en tout cas sur une semaine, on va dire après la dissolution, le CAC 40 avait cédé 6,5%. Donc après, il avait perdu finalement quasiment tous ses gains de l'année. Alors autre indicateur intéressant, c'est la rémunération de l'emprunt d'État à 10 ans français. Cette rémunération elle s'est tendue, elle est un peu en dessous de 3,20, donc elle est autour de 3,15. Ça c'est la semaine 1, mais en semaine 2, ça s'est calmé. Alors voilà, ça s'est un petit peu calmé depuis, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'écart avec l'homologue allemand, le Bund à 10 ans. Et cet écart, en fait, il est quand même toujours autour de 0,8 points, ce qui est considéré en fait quand même 80 points de base, comme on dit dans le jargon. Donc c'est quand même un signal de crise, parce que ça a des conséquences à prévoir bien sûr sur les taux d'intérêt de toutes sortes, les taux d'intérêt des crédits immobiliers, enfin tous les taux d'intérêt qui peuvent concerner les économies. Alors ça c'est l'économie, pardon, juste Laurent, ça c'est l'économie, un peu sur la bourse plus précisément, parce qu'on a beaucoup parlé d'économie ici. Oui. Alors, si on recentre un petit peu sur la bourse, puisque sachant qu'on garde quand même à l'esprit ce que tous vos intervenants viennent vous dire en ce moment et ce que tous les experts effectivement ont en tête, c'est que quand on parle de baisse de recettes, comme par exemple quand le Rassemblement national veut baisser la TVA de 24 milliards sans savoir comment il la finance, cette principale recette de l'État, ou quand en fait le nouveau Front populaire en fait engage des réformes qui vont tout de suite creuser un trou de 100 milliards, qu'est-ce que ça a concrètement, on va dire comme si on regarde plus près pour la bourse? Alors quand même, là vous avez quand même des grosses différences aussi. C'est-à-dire que, en gros, bon, le bloc central, donc Ensemble pour la République, il maintient la stabilité, on va dire. Donc il touche pas aux grands principes qui ont été établis au cours des dernières années. Il y a bien sûr évidemment le cas de la taxe sur l'achat d'actions, mais on va dire bon, de toute façon, il n'est pas sûr qu'elle se soit dans tous les cas de figure maintenue. Mais si on regarde par contre le nouveau Front populaire. Bon, alors, le nouveau Front populaire, il veut rendre la CSG donc progressive, et donc enfin, il veut supprimer le prélèvement forfaitaire unique, au taux de 30%, qui a été donc là, qui a été institué, on va dire, au début du mandat de Macron, qui s'applique au revenu du capital. Bon, en plus, c'est vrai que le nouveau Front populaire, il veut taxer beaucoup plus les profits des entreprises en général, et notamment donc les super profits des entreprises. Et il y a aussi des mesures quand même qui font un peu peur, on va dire, quand on connaît un petit peu le fonctionnement de l'économie des entreprises. C'est donc une hausse de 10% de l'indice des fonctionnaires, une hausse du SMIC à 1 500 € net par mois, ce qui va quand même considérablement alourdir la charge salariale de toutes les entreprises, pas que les grandes entreprises cotées, et donc potentiellement on va du coup créer du chômage ou des licenciements. Du côté du Rassemblement national, bon, alors là, c'est aussi un peu difficile à suivre parce que ça change tous les jours. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, visiblement, ne sera peut-être plus vrai demain, parce qu'apparemment ils savent pas trop en fait ce qu'ils vont faire, mais en tout cas dans ce qu'ils prévoient au moins en théorie de faire, ils prévoyaient jusqu'à hier, on va dire, de remplacer l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt plus global sur la fortune financière, et donc ça veut dire que c'est quand même le rétablissement de l'ISF là aussi, comme le ferait le NFP. Bon, voilà, ça reste en fait encore, mais dans l'esprit, on va dire, même si certaines mesures, certaines sont mises en attente, comme par exemple le retour de la retraite à 60 ans du Rassemblement national. Bon, curieusement, ça a été quand même mis entre parenthèses. Ça sera 62 ans. Il y avait Jean-Philippe Tanguy aujourd'hui sur RTL, ça sera à 62 ans. À 62 ans, mais voilà, enfin c'est pas non plus très très clair. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs. Ça dépend à qui on pose la question, quoi. Donc ça n'a pas l'air très clair chez eux. Et bon, maintenant, s'agissant du CAC 40, on est autour des 7600 points. Ouais. Il est urgent d'attendre, nous ont dit certains experts cette semaine. Oui, alors là, après,
voilà, pour celui qui gère son portefeuille, c'est vrai que bon, il y a un risque politique clair et important, avec une France éventuellement un Parlement ingouvernable ou peut-être une France potentiellement ingouvernable, ça on ne le sait pas encore. Alors bon, déjà bien sûr, c'est plus difficile pour ceux qui ne l'auraient pas fait, mais on peut encore peut-être prendre des prises de bénéfices sur des positions qui sont encore très gagnantes. On peut effectivement revenir sur des titres qui sont excessivement massacrés. Vous pensez à quoi? C'est un peu délicat. Alors, si vous regardez les banques, par exemple, parce que les banques françaises, elles sont exposées, bien sûr, à l'économie française, elles sont exposées à la dette française. Alors, ça suscite de la défiance, elles ont beaucoup décroché. Mais enfin, quand on regarde les rendements des banques, on se dit que la chute du cours est quand même une opportunité, sachant que, alors, il est vrai que les gérants ont tendance, il y a beaucoup de gérants de portefeuille qui ont tendance, effectivement, à diminuer l'exposition de leur portefeuille aux valeurs françaises. Parce qu'on a vu, effectivement, pendant que nous parlons, les marchés américains à Wall Street se portent toujours très bien, continuent encore à aligner certains records, notamment sur certaines valeurs. Et puis finalement, les autres pays européens ne subissent pas en fait le décrochage français. Un petit peu, à partir du moment où c'est la zone euro, il y a des inquiétudes peut-être sur la zone, mais bon, globalement, le décrochage français, là pour le coup, c'est plutôt très spécifiquement français. Or, quand vous regardez les grandes sociétés françaises, notamment les sociétés du CAC 40, les sociétés les plus internationalisées, eh bien, elles tirent 80% de leurs revenus hors de France, voire plus. Et donc, si vous regardez des valeurs comme ST Microelectronics, comme Danone, comme L'Oréal, comme Essilor-Luxottica, même LVMH ou Schneider Electric, quelque part, vous vous dites qu'elles sont quand même un peu à l'abri du risque strictement français. Alors, si l'investisseur est quand même effrayé par le cas français, il peut aussi effectivement en profiter pour s'exposer un peu plus aux actions américaines, qui semblent toujours en très bonne forme. Et il peut le faire d'ailleurs via un support un peu collectif, par exemple un ETF ou un fonds très diversifié sur les actions américaines. Il peut aussi, bien sûr, et ça on le voit sur les marchés en ce moment, il y a un retour sur les valeurs défensives. Bon, alors il peut aller chercher des grandes valeurs suisses comme Nestlé ou Novartis. D'ailleurs, on a vu que le franc suisse profite un petit peu en ce moment de cette situation en France dans le cours entre l'euro et le franc suisse. Mais ça peut être aussi des valeurs défensives françaises, des grandes valeurs internationales du monde de la distribution, du monde de la santé, etc. Qui a priori on se dit qu'elles sont quand même sur des cycles longs. Donc voilà. Quel serait Laurent, quel serait le résultat politique qui arrangerait le plus, entre guillemets, les marchés financiers? Une victoire du camp présidentiel, mais ça paraît d'après les sondages. Je pense que c'est quand même la victoire de la stabilité. Puisque les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude et n'aiment pas l'instabilité. C'est vrai qu'ils ont été plutôt rassurés ces dernières années par la politique économique des gouvernements d'Emmanuel Macron. Et donc, ils voient bien qu'il y a une véritable remise en cause et un risque de chaos si l'un des deux blocs extrêmes prend le pouvoir. Donc, et l'absence de majorité, est-ce que l'absence de majorité pourrait satisfaire les marchés financiers? Non, parce que l'absence de majorité n'est pas en soi une vraie peur, parce que vous pouvez construire des majorités à partir du moment où en fait vous arrivez effectivement à avoir le minimum. De toute façon, on sait qu'en France, il ne sera plus possible de dissoudre dans l'année qui vient. Donc de toute façon, il faudra bien faire tourner, même si c'est avec un gouvernement technique, comme on l'a vu en Italie ou en Belgique, à certains moments, il faudra effectivement faire tourner le pays. Donc ça fait moins peur que une majorité absolue du Rassemblement national ou bien du Nouveau Front populaire. C'est vraiment ça qui inquiète. Donc le bloc central, si le bloc central arrive finalement à faire un peu mieux que prévu, que ce que disent les sondages, parce que bon, c'est quand même 577 combats locaux qui se mènent. Donc les sondages nationaux qui sont faits sur une proportionnelle à un tour sont pas pour le moment très pertinents. Il faudrait 577 sondages pour avoir une idée. Bon, conclusion de tout ça. C'est plutôt. Alors, conclusion, c'est que je vais être très modeste et très humble, David, c'est que il est clair qu'il va y avoir de la volatilité encore dans les prochains jours, que vous dire que j'ai la boule de cristal avant le 16 juillet au soir serait particulièrement ce serait particulièrement peu élégant de ma part. Et en fait, je pense que tout peut changer encore. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des surprises dans le scrutin. Et en fait, donc, il peut y avoir des opportunités, par exemple, encore plus le 8 juillet s'il y a un rebond. Et au contraire, si en fait, comme on le disait ensemble, il y a pas de majorité forte qui sort, mais il y a une situation un peu plus instable, mais qui ne laisse pas la place au chaos. Voilà, et où on voit qu'effectivement, ça va être un univers un peu différent, mais la France sera quand même gouvernée. Voilà. Donc là, c'est vraiment là. Oui.
Je veux dire, c'est les électeurs qui ont la main. Hein. Chaque vote compte. Hein. La une du Revenu Hebdo. Oui, alors nous, on a fait aussi un très grand dossier effectivement sur les programmes économiques des trois grands blocs dont on a parlé, hein, et pour tout ce qui concerne en fait l'épargne et le patrimoine des Français, avec des impacts parfois forts. Hein. Il est clair qu'il n'y a que le bloc Ensemble République qui ne touche pas à l'épargne des Français, qui ne va pas toucher l'impôt sur le revenu, mais les deux autres blocs prévoient des ponctions quand même massives sur l'épargne des Français et prévoient d'augmenter leurs impôts. Et puis on revient aussi sur c'est l'occasion sur les outils pratiques pour gérer son portefeuille avec des outils de trading, et puis sur quelques valeurs clés qui parfois ont été attaquées, et notamment les valeurs de médias, et on revient avec des valeurs, on revient aussi un petit peu sur Stellantis ou Wellstone. Voilà, à lire tranquillement ce week-end dans le Revenu Hebdo. Merci Laurent. Laurent Saillard, journaliste à l'hebdomadaire. Salut. Merci David, au revoir.